Alors, je suis très heureux parce que ce soir, ce n'était pas initialement prévu, mais à mes côtés, il y a donc Vincent Harel, le président d'Escaluni. Bonjour à tous. Voilà. Et je vais faire cette présentation en binôme avec Pascal Moreau pour vous parler de l'actualité de l'école et puis ses prochains développements. Alors, en fait, le, dans les grandes lignes, c'est en ce qui me concerne la présentation de l'actualisation du plan stratégique Odyssée 2024. Et puis, Pascal Moreau reviendra sur la nouvelle identité de marque. Voilà. Allez-y. Alors, Pascal est à la manœuvre, puisque c'est elle qui a la main sur le diaporama. Alors, les principales réalisations à ce stade, à plan stratégique qui s'est déroulé jusqu'en 2024, qui se déroule jusqu'en 2024, mais à mi-parcours, c'était prévu qu'on fasse une actualisation. Et quand on l'a conçu, on ne pensait pas qu'il y aurait en plus tous ces tourments liés au Covid, à la situation géopolitique. Et le plan stratégique avait quelque chose de particulier, c'est qu'il n'a pas été conçu comme une séquence d'actions, mais plutôt comme un plan stratégique à tiroir. Et je reviendrai sur cette idée un peu de stratégie opportuniste, parce qu'il est très difficile souvent d'avoir un plan qui se déroule exactement comme on l'envisageait. Et pour le coup, ça a vraiment été opportun dans le contexte que nous connaissons depuis 2 ans. Alors bref, ce plan s'inscrit dans la poursuite des plans stratégiques précédents. Il prépare suivant, bien évidemment, ça va sans dire. Il correspond à une période assez particulière de l'histoire de l'ESCA, puisqu'il fait suite à celui qui a permis le lancement de plusieurs campus en France. Et l'un des objectifs quand même de ce plan, c'était d'avoir une approche de relative stabilisation de l'environnement, tout au moins en France. Et c'est pour ça qu'on a des principes d'action qui sont des principes, je dirais, de stabilité. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que l'école s'affirme à un très bon niveau en France et à l'international et surtout soit l'une des institutions qui offre un des meilleurs lieux, cadres de travail, de recherche et d'apprentissage. Pascal, s'il vous plaît. Quand je marque un petit silence par Pascal, vous pouvez passer à la diapo suivante, comme ça m'évitera de vous le dire à chaque fois. Voilà. Alors, dans ce plan stratégique 2020-2024, l'idée, c'était de mobiliser environ l'équivalent de 100 millions d'actifs. Alors, quand je dis mobiliser, ce n'est pas d'investir, c'est aussi à travers des mécanismes de location, de mobiliser des actifs correspondants. Donc, si actuellement, avec Vincent, nous sommes sur le campus de Lyon, qui dans quelques mois fera près de 9000 m². Ces 9000 m² sont en locatif. En revanche, dans ce plan, il est prévu qu'on avait prévu d'acheter déjà le campus de Bordeaux. Donc ça, c'est un investissement. Et ces 100 millions, c'est un peu une enveloppe globale de mobilisation d'actifs pour répondre aux enjeux de développement et de positionnement de l'école en France et à l'international. Alors, bien évidemment, il y a des questions de ranking à la France. En tout cas, pour les business schools français, c'est encore beaucoup plus significatif que dans des institutions étrangères. L'idée, c'est de se fixer un cap du top 30 européen. Entre 2024 et 2030, le principe de réalité s'impose à nous. Mais en tout cas, ce top 30 nous semble important et ce qui correspond plus ou moins à un top 10 français. Y compris les écoles post-prépa. Je tiens à le préciser parce que souvent, on a pour habitude de se comparer qu'à des écoles post-bac. Mais ça veut dire qu'en se mettant dans le top 10 français, c'est au pire de rester deuxième, au mieux de devenir premier post-bac. Voilà. Mais tout ça, ces frontières vont être de moins en moins claires parce que les écoles avec classe préparatoire vont avoir de plus en plus de mal à recruter sur classe préparatoire et de toute façon vont devenir plus ou moins des écoles post-bac aussi. En tout cas, on avait 3 principes d'action qui étaient essentiels, et qui guident ce plan 2020-2024, c'est le design organisationnel, l'innovation et la qualité. Le design organisationnel, tout simplement, pour faire en sorte que nos processus internes, notre façon de fonctionner, tiennent compte de cette croissance forte qu'a connue l'école en multicampus, en déconcentrant certains processus de décision pour éviter que les problématiques d'un collaborateur ou d'un étudiant sur un campus à Budapest, à Aix-en-Provence
ou à Paris ne soit décidé qu'à Angers. Parce que dans certains cas, ça crée forcément des inerties. Et là, depuis 2 ans, on travaille énormément sur ce design organisationnel et c'est un travail en profondeur. Par exemple, un des éléments de design organisationnel aujourd'hui, alors qui peut sembler très superflu, mais qui Hein? s'est accéléré avec J'appuie sur un bouton. c'est le fait que dorénavant, tous les membres COMEX, à peu de choses près de l'ESCA, n'habitent plus forcément à Angers ou ne travaillent plus forcément à Angers, mais sont tous en flex office. Et ça veut dire que dorénavant, on est sur un mode de fonctionnement très fluide où les membres du COMEX sont partout et nulle part, mais en tout cas, il faut que les collaborateurs de chaque campus aient des contacts fréquents avec les membres du COMEX, ce qui permet accessoirement aussi aux membres du COMEX de connaître les réalités du terrain régulières des collaborateurs, y compris sur des campus éloignés d'Angers. L'innovation, bon, c'est assez évident, mais dans notre environnement, pour tenir dans la durée, il va falloir qu'on soit de plus en plus sensible aux questions d'enseignement à distance, mais aussi d'innover avec de nouveaux programmes, des programmes qui, jusqu'à présent, sont assez restreints à l'ESCA, hein, puisqu'on a 90% de nos étudiants dans 2 programmes, un bachelor et le programme en 5 ans, qui est le programme historique, le programme grande école. Et là aussi, il va falloir qu'on innove en offrant de nouveaux cursus, mais très bien ciblés et sans doute très liés aux nouvelles technologies. Enfin, la qualité, c'est essentiel. La qualité, c'est aussi bien les enjeux en lien avec les objectifs du développement durable, la RSE, que les accréditations internationales ou tout simplement la qualité de vie des collaborateurs, des étudiants, la qualité de leur expérience durant leurs études. Voilà. Alors ensuite, les réalisations. Alors l'idée, c'était, c'est ce que je disais tout à l'heure, un très opportuniste, c'est de reprendre une approche stratégique chinoise, c'est le potentiel de situation, c'est-à-dire avoir un plan stratégique qui ne soit pas guidé que par une séquence ou en considérant que c'est l'école qui décide de son plan stratégique, mais d'avoir plutôt un plan stratégique qui s'adapte au contexte. Ça peut sembler assez évident pour toutes les personnes qui travaillent en entreprise, mais là, c'était d'autant plus d'actualité pour tenir compte de l'environnement changeant. Et par exemple, on avait prévu de lancer un campus en Amérique du Nord fin 2022. La réalité, c'est que très rapidement, on a considéré que c'était complètement inopportun du fait du contexte Covid et qu'il fallait sans doute le reporter. Et là, on va le reporter au-delà du plan stratégique en cours. Et en revanche, on avait prévu de lancer un campus en ligne, ESCA Online Campus, et lui, au lieu d'être lancé en 2024, il a été lancé fin 2021, et on a un premier Master of Science qui est offert 100% en distanciel depuis quelques semaines, et qui accueille, alors pour l'instant, qu'une douzaine d'étudiants, mais c'est assez impressionnant, 12 étudiants de 8 nationalités différentes. Voilà, principe de réalité. Alors, là, vous avez une carte de la France. Alors, comme on le dit, voilà, ouais, une carte de France. Alors, ça ne correspond pas au bombardement stratégique. C'est pas, voilà, hein, ce sont nos implantations de campus en France, avec le petit dernier dans le Grand Est qui a ouvert il y a de ça 2 semaines, 1 mois maintenant, c'est le campus de Strasbourg. Et là, vous voyez de façon assez évidente, hein, quand on prend des courbes isochrones de 3 heures, on couvre 90% du territoire et de la population française à moins de 3 heures de route. Ce qui fait de l'école un exemple unique de couverture territoriale tout en étant triplement accrédité, ce qui présente, à mon avis, avec de réels atouts dans le cadre du développement de ce qu'on appelle le blended learning, mélangeant cours en distanciel et en présentiel, à la fois pour de la formation initiale, parce qu'on est au plus proche des étudiants et de leurs familles. On est aussi au plus proche des entreprises sur les différents territoires et ça nous permet même d'envisager, dans le cadre d'actions de formation continue avec des grands groupes qui ont des filiales dans différentes régions, de pouvoir organiser des séminaires de regroupement sur des campus et des enseignements à distance. Et ça, ce sont des sujets sur lesquels nous reviendrons dans les prochains mois. Diapo suivante, merci. Alors, les réalisations aussi, hein, c'est une forte évolution de nos… Alors, les courbes sont parfois un peu lisses, hein, mais entre 2018 et 2022, la courbe verte du haut indique une progression de 4 700 à 6 500 étudiants en l'espace de 4 ans au niveau du groupe ESCA, du fait de l'ouverture de ces nouveaux campus et de l'attractivité croissante sur des nouvelles régions.
On a un corps professoral qui, lui, est passé de 133 à 167 à fin août. La réalité, c'est qu'on est déjà à 176 depuis début septembre. Un corps professoral de plus en plus international et qui, suite à un plan de réorganisation et de management de notre faculté, de nos enseignants-chercheurs, connaît une très forte progression de ses publications scientifiques au meilleur niveau international. Et là, on voit qu'il y a une belle envolée de nos publications scientifiques. Alors, les publications scientifiques en elles-mêmes, ça ne fait pas directement le bonheur des étudiants ni des collaborateurs. En revanche, c'est indéniablement un élément d'appréciation au niveau des classements, et donc ça compte in fine. Et puis, c'est également un élément qui nous permet de rayonner de plus en plus à l'international et donc de pouvoir signer des partenariats académiques de qualité, comme l'un des derniers avec Berkeley aux États-Unis. Voilà. Diapo suivante. Merci. Alors maintenant, on va parler de l'actualisation de ce plan. Je vais assez vite, mais parce que je pense qu'après, il faudra laisser du temps aux questions. Alors, l'actualisation du plan, elle se fait d'abord sur la dimension internationale avec un souhait de recentrage de notre activité sur l'Europe. L'ESCA a lancé un campus en 2007 en Chine. C'était vraiment du grand export, hein, pour le dire de cette façon. L'évolution du contexte sanitaire, du contexte géopolitique. Il faut prendre le cas, si on reste sur notre campus de Shanghai, depuis 18 mois, il est quasiment à l'arrêt. On attend de voir quelles vont être les décisions politiques dans les prochains mois et les décisions du gouvernement chinois, mais la réalité, c'est que pour l'instant, l'activité est quasi nulle. Il ne reste qu'un collaborateur, une collaboratrice chinoise sur place. Tous les autres sont revenus en Europe, soit pour enseigner, soit pour travailler sur d'autres projets de développement international. Mais la Chine, c'est très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que parce que l'espace aérien russe est fermé. Et ce qui veut dire qu'un aller-retour aujourd'hui pour aller en Chine, indépendamment de toute problématique de visa, c'est 7 heures aller-retour en plus. Voilà. Que par ailleurs, on se rend bien compte que même l'Australie, avec le contexte sanitaire et géopolitique, est beaucoup plus frileuse. L'Australie est beaucoup plus frileuse pour donner des visas, accorder des visas. On l'a vu également avec l'Amérique du Nord. Bref, tout ça pour dire que dans ce contexte-là, un recentrage européen nous semblait très intéressant et pour plusieurs raisons. C'est que si on souhaite développer des campus en Europe, on peut bénéficier à la fois de l'espace européen de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le schéma de Bologne avec l'articulation licence, master, doctorat, les crédits ECTS qui sont ces crédits qui permettent des reconnaissances automatiques des formations d'un pays à l'autre. C'est la zone Schengen aussi qui favorise la mobilité avec des visas, en tout cas l'arrivée dans un pays n'empêche pas ou limite moins la circulation dans d'autres pays de la zone Schengen. C'est aussi la zone euro et vu les temps qui courent et l'incertitude financière et économique, pour éviter des fluctuations de devises, si toutefois on décidait de s'implanter dans d'autres pays, eh bien l'unité, pour l'instant l'unité monétaire de l'Europe est une façon de se protéger des taux de change. Enfin, dans le cadre de la mobilité internationale de nos étudiants, c'est aussi une façon de travailler de façon intelligente sur l'empreinte carbone de l'expatriation de nos étudiants durant leurs études. Une présence en Europe, ça peut être aussi pour l'ESCA un moyen de renforcer notre attractivité en attirant des étudiants, par exemple, d'autres zones géographiques qui ne maîtrisent pas le français. Parce que quand on attire un étudiant qui vient d'une autre zone géographique, sa difficulté, dans certains cas, c'est non pas de suivre des cours en anglais, parce que la plupart d'entre eux sont capables de suivre des cours en anglais en France. Leur difficulté, c'est de se retrouver dans une rue française et d'avoir des personnes qui ne parlent pas toujours bien l'anglais, voire qui ne parlent pas leur langue native. Et à ce moment-là, c'est un vrai problème pour certaines problématiques administratives, des démarches qu'ils pourraient avoir à faire de part et d'autre, voire leur vie courante. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que si on voulait attirer des étudiants latino-américains ou d'autres zones géographiques, par exemple d'Asie, de commencer dans une zone géographique avec un cadre linguistique qui est plus proche de celui qu'ils maîtrisent serait une bonne façon de les attirer à l'ESCA. Par exemple, en commençant par un semestre dans un pays dont ils maîtrisent plutôt bien la langue, pour ensuite poursuivre sur un de nos campus en France. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle c'est le conseil d'administration qui, après présentation de différentes options, a retenu 2 implantations pour l'ESCA à venir.
l'Espagne et le Luxembourg, pour des positionnements différents et des problématiques différentes. Alors, sachant qu'en Espagne, il y avait un benchmark qui était effectué avec 6 villes, Bilbao, Barcelone, Madrid, Valencia, Séville et Malaga. Malaga a été retenu sur la base d'une grille multicritère qui intégrait de nombreux paramètres, tels que l'attractivité internationale, le nombre d'étudiants internationaux présents sur place, le nombre de concurrents et de business schools concurrents. Il faut savoir que l'Espagne a d'excellentes business schools et il nous semblait quand même inutile de nous mettre en position trop délicate face à des concurrents historiquement implantés. Et également, nous avons tenu compte des facilités en termes sur le plan logistique. Ce qui est enfin un élément, et ce n'est pas accessoire, c'est la dynamique sur le plan économique au niveau local. Et Malaga est certes très connu pour le tourisme, mais c'est aussi un des lieux très en pointe sur les hautes technologies en Espagne. Google vient d'installer une de ses divisions sur la cybersécurité. Il y a de plus en plus de structures également sur les analytics, les traitements de données. Enfin, la semaine dernière, j'étais à Londres et il était annoncé que plusieurs banques de la City allaient installer des bureaux aussi à Malaga. Voilà. Donc, c'est tout un contexte plutôt favorable. À Malaga, nous accueillerons des étudiants français pour un semestre en Espagne, sachant que 75% de nos étudiants sont hispanophones. Mais il faut également voir que Malaga, ce sera aussi un lieu où nous allons délivrer des formations diplômantes à destination d'Espagnols ou de Latino-Américains, avec un bachelor, puis notre programme Grande École sur sa partie cyclomaster, c'est-à-dire les 2 dernières années. Le Luxembourg, c'est dans une autre perspective. Le Luxembourg est très connu, plateforme grande ville européenne, complémentaire de Strasbourg. Ça veut dire que l'ESCA aussi est une des rares villes à être présente sur 2 grandes villes européennes. Le Luxembourg, c'est une plateforme importante en finance. Les métiers de l'audit, de la gestion de patrimoine, du conseil sont très présents. Et pour nous, c'est une façon aussi de développer davantage des formations dans ces domaines de spécialité, en cyclomaster dans notre programme en 5 ans, ou d'ouvrir de nouveaux Master of Science, des programmes spécialisés, voire de faire de la formation continue. Voilà, donc c'est très complémentaire de l'Espagne. Et en termes de couverture géographique, ça nous permet d'agrandir notre couverture européenne. Cette actualisation du plan va mettre aussi énormément l'accent sur les enjeux du développement durable, des grandes transitions, qu'elles soient énergétiques, climatiques, les grandes évolutions sociétales aussi. Et c'est pour ça que nous allons de plus en plus orienter nos actions en lien avec les 17 objectifs du développement durable. Alors, bien sûr, il y a des enjeux sur la diversité sociale et l'inclusion, des enjeux en termes de mobilisation de notre population étudiante, qui, même si pour une partie d'entre elles est très mobilisée sur ces thématiques-là, pour une autre, il y a vraiment besoin de les sensibiliser davantage et de leur faire prendre conscience des empreintes, et de leur faire prendre conscience de façon, je dirais, rationnelle, scientifique, logique et non pas dogmatique des grandes transitions en cours. C'est-à-dire que parler de transition écologique, c'est déjà de comprendre le calcul d'une empreinte carbone et d'être capable de contribuer ou de réfléchir avec d'autres étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design sur l'innovation frugale, mais également sur l'innovation technologique, mais en ayant bien ces éléments de transition en tête. Bien sûr, c'est un des axes importants pour le recrutement, mais également pour les travaux de nos enseignants-chercheurs. Accessoirement, en 2020, l'ESCA est apparu dans le top 10 mondial des écoles triplement accréditées qui publiaient dans ce domaine en lien avec les 17 objectifs du développement durable. Et bien sûr, derrière tout ça, c'est l'obtention de labels. Les labels en eux-mêmes, certains diront que c'est pour faire du greenwashing. La réalité, c'est que les labels, c'est aussi une très bonne façon de mobiliser les équipes en interne, nos étudiants, nos collaborateurs, nos enseignants-chercheurs, sur un objectif qui est celui de l'obtention d'un label, mais in fine en tenant compte de ces grands enjeux des transitions numériques, écologiques et environnementales. Diapositive suivante. Là, c'est alors un graphique un peu compliqué. Pour le simplifier, c'est tout simplement de bien remettre au centre de nos enjeux de développement l'épanouissement des étudiants et leur expérience au sens large, depuis leur arrivée jusqu'à leur diplomation,
L'expérience étudiante, c'est bien évidemment la vie associative, l'engagement associatif. On sait que l'ESCA est plutôt bonne dans ce domaine. Il y a plusieurs études ou des enquêtes indépendantes de l'école qui ont été faites qui le prouvent. Pour autant, on peut encore faire mieux. Et puis, l'expérience étudiante, c'est aussi l'accompagnement d'étudiants dans leur quotidien, à la fois dans leur bien-être, mais également dans la définition de leurs projets personnels et professionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'expérience étudiante va progressivement intégrer la mise en cohérence du projet personnel et professionnel en intégrant potentiellement notre conseil carrière. Voilà. Et puis également, pour nous, l'expérience étudiante, c'est aussi, et ça j'y crois fondamentalement, c'est de soutenir l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut absolument faire en sorte que nos étudiants qui aient la fibre entrepreneuriale puissent l'exprimer au cours de leurs études. Voilà, bref, il y a de nombreuses initiatives dans ce domaine, mais je pourrais vous en parler davantage. Et on a la personne qui s'en occupe actuellement, c'est Marie Courtois qui nous a rejoint il y a bientôt 18 mois et qui était auparavant directrice du Career Center d'HEC. Enfin, l'actualisation du plan, c'est de poursuivre, parce que c'est quand même la finalité de notre école, hein, c'est de délivrer des formations. Ça va être de continuer le positionnement et le travail pédagogique sur notre bachelor, qui monte énormément en puissance. Un bachelor qui, au départ, n'était délivré qu'à Cholet. Dorénavant, il est délivré sur l'ensemble de nos campus, y compris à Budapest, où il est reconnu par l'État français à Budapest, mais également par les autorités administratives hongroises. C'est de renforcer la logique d'interdisciplinarité au sein de notre programme grande école, en travaillant davantage avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de design, de sciences politiques ou de droit. C'est de renforcer notre offre de formation continue, entre autres avec ce dispositif qu'on appelle le registre national de la certification professionnelle, et d'avoir des formations qui soient de plus en plus facilement financées par des organismes, par les pouvoirs publics, pour faire simple, afin que l'ESCA apparaissent aussi comme un acteur de la formation tout au long de la vie. Enfin, ça va être de renforcer les exigences de l'école, à la fois en termes de recrutement, et ça a été le cas cette année, hein, puisqu'on a recruté 20% d'étudiants moins en première année du programme grande école en post-bac, et on a augmenté de plus de 20% la sélectivité de notre programme, ce qui va en faire, je pense, une des formations qui aujourd'hui revient dans la course et plutôt dans le haut de panier sur la sélectivité. Mais c'est aussi une exigence tout au long de la scolarité. C'est-à-dire qu'un étudiant, ce n'est pas parce qu'il rentre chez nous qu'il est forcément diplômé au bout de 3 ou de 5 ans. Année après année, on doit maintenir une exigence, alors bien sûr hein, avec de la bienveillance, mais un niveau d'exigence minimal, parce que c'est aussi une façon de les responsabiliser. On ne peut pas devenir un cadre responsable ou avoir l'esprit d'un entrepreneur ou d'un cadre responsable si on considère que la partie est gagnée d'avance d'une année sur l'autre. Diapositive suivante. Là, bien sûr, pour accueillir ces programmes et ces étudiants, des bâtiments. On a de nombreux projets. Là, vous avez une vue d'artiste de notre futur campus de Bordeaux qui ouvrira en septembre prochain. Et puis également une vue d'artiste de notre futur campus d'Aix-en-Provence qui ouvrira en 2025. Et là, il y a un élément que vous ne voyez pas sur ce croquis, cette photo, c'est la montagne Sainte-Victoire. Le campus d'Aix-en-Provence aura une belle vue sur cette montagne peinte à de nombreuses reprises. Voilà. Et enfin, voilà, là, vous avez des éléments alors, avec les réalisations, les projections. Alors, sachant que pour 2024, c'était les projections du plan initial, mais ça vous permet de voir ce qu'était l'ESCA en 2019, la situation en 2022 et ce qui était prévu pour 2024. Pour le budget global, eh bien, nous avions prévu de 50 à 100 millions et nous sommes déjà à 72 millions. On sera peut-être légèrement en dessous des 100 millions, mais en tout cas, nous n'en serons pas très loin. Pour le nombre d'étudiants, nous sommes en phase avec ces objectifs. Pour les équipes, nous sommes même un peu en avance, mais dans certains cas, c'est même nécessaire pour être capable de soutenir des projets à venir. Et pour le corps professoral, c'était indispensable, parce que les évolutions des accréditations internationales sont devenues de plus en plus exigeantes dans le domaine. Pour les publications scientifiques, on a déjà largement dépassé les objectifs que nous étions fixés pour 2024, et donc on va aller plus loin. Voilà, et vous avez tous les éléments. Un élément de satisfaction en ce qui me concerne, c'est qu'au niveau du comité exécutif, je visais la parité en 2024, et c'est déjà le cas depuis le printemps dernier.
Quant à l'ouverture sociale de l'école, on avait 1,5% de notre budget qui était consacré à des bourses ou à l'ouverture sociale de nos formations. Grâce à la modulation des frais de scolarité, on dépasse déjà en pourcentage l'objectif que nous étions fixés initialement. Et je pense qu'on va aller davantage dans ce domaine. La semaine dernière, j'ai rencontré un des journalistes emblématiques du Financial Times à Londres. Et pour lui, cette initiative de l'ESCA était vraiment un élément très intéressant qu'il souhaite relayer dans ses colonnes parce qu'il considère que c'est vraiment un enjeu important de l'enseignement supérieur. Et de ce point de vue-là, pour lui, l'ESCA est vraiment un exemple. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais dorénavant passer la parole à Pascal Moreau qui va vous parler de la nouvelle identité de marque. Merci. Ah, alors, je ne sais pas, j'arrive pas à... Pourtant, j'étais sur la bonne diapo, mais je n'ai pas c'est bon. la suite. Ah voilà, ça y est. Voilà. C'est bon. Merci Jean, bonsoir à toutes et à tous. En effet, en quelques slides, je vais vous présenter donc le processus de refonte de l'identité de marque de l'ESCA. C'est un travail que nous avons débuté il y a plusieurs mois. Nous étions accompagnés par une agence de communication qui a été sélectionnée parmi 5 agences au sein du comité de direction. C'est l'agence Bear Ideas qui nous a accompagnés et il se trouve que l'une des consultantes est aussi diplômée de l'ESCA. En tout cas, nous avons voulu ce projet ouvert sur nos parties prenantes puisque nous avons sollicité l'avis et la réflexion à la fois des étudiants, des collaborateurs, mais aussi des diplômés qui ont été sollicités dès le début de ce projet et qui ont eu la possibilité aussi de voter sur les 2 logos qui sont arrivés en phase finale. Et donc, vous avez peut-être pu voilà, donner votre point de vue sur ce choix de nouveaux logos. L'objectif ici était de soutenir le développement de l'ESCA en renforçant son attractivité en France, mais aussi à l'international. Et nous avons voulu conserver évidemment l'unité et la force de l'institution et son réseau, mais aussi apporter une image plus moderne et plus originale. Donc, nous avons travaillé sur notre plateforme de marque. Nous avons revu aussi le discours de l'ESCA et vous avez ici en une phrase finalement le socle de notre nouveau discours qui est grande école internationale et écosystème de formation et de recherche des décideurs créatifs. L'ESCA ouvre tous les possibles. Alors, vous l'avez ici en anglais. Et puis, alors, ouvrir tous les possibles, eh bien, se traduit en 3 claims que nous allons conserver en anglais, open to people, open to ideas et open to action, toujours pour souligner cette volonté de rayonnement de l'ESCA à l'international. Alors, open to people, Jean en a parlé tout à l'heure et vous allez là bien reconnaître l'ESCA évidemment puisque toute l'attention est portée à chaque individu et à son épanouissement, mais aussi à une recherche de diversité culturelle et sociale. Open to ideas, évidemment, on va encourager la compréhension du monde qui nous entoure, mais on s'attache aussi à l'échange de points de vue et évidemment, nous rejetons des idées préconçues. Et puis, open to action traduit bien aussi le développement de l'ESCA et son agilité, puisque nous souhaitons donner envie toujours de faire et d'agir concrètement, mais de manière responsable, quel que soit l'environnement. Vous avez ici une illustration, une mise en image de ces principes d'action. Et puis, nous avons dégagé aussi 3 points de singularité qui distinguent l'ESCA, qui sont l'équilibre entre l'exigence et la bienveillance. Jean en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'ancrage territorial et aussi le déploiement international. Et puis, une école qui est pionnière et agile, mais pour un impact positif. Donc, évidemment, sur ces 3 points de différenciation, nous avons de nombreux éléments de preuve que nous allons pouvoir dérouler pour mieux faire connaître l'ESCA et convaincre nos différents publics.
Alors, voici le logo que vous voyez aussi en fond d'écran, le nouveau logo de l'ESCA. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons capitalisé sur des éléments identitaires déjà forts. Le premier est la couleur rouge que nous avons conservée, mais qui a été retravaillée. Elle a été éclaircie et elle est surtout plus accrocheuse, plus vibrante aussi, puisque il y a même une nuance pour les supports digitaux. Nous avons aussi conservé la clé que vous connaissez bien évidemment, qui est un élément historique fort pour l'ESCA, qui rappelle son ancrage territorial, puisque c'est la clé de la ville d'Angers. Elle a été ici redessinée. Et bien entendu, nous avons conservé l'aile qui rappelle le dieu Mercure, dieu du commerce. Ce symbole historique a été encapsulé dans un blason de façon à renforcer ces éléments d'identité et aussi apporter une stabilité en termes d'image à l'école. Et puis, nous avons aussi choisi une typographie sans empattement de façon à apporter plus de lisibilité et d'impact. Alors, voilà ce que je viens d'évoquer à l'instant dans les choix qui ont été faits. Et juste pour vous rappeler qu'en effet, ces deux projets ont été soumis au vote à l'ensemble de nos parties prenantes et nous avons eu plus de 3300 personnes qui se sont prononcées pour ce logo qui s'est nettement détaché dans les choix finaux. Et donc, voilà, le choix est allé naturellement vers ce logo qui conservait notamment la clé, mais retravaillée et présentée ici dans un blason. Alors, la signature de marque évolue aussi. Elle est proposée uniquement en anglais de façon à souligner le développement international marqué de l'ESCA. Et on est toujours sur une thématique d'avenir qui traduit aussi bien les activités de l'ESCA, Creating Futures, avec Futures en anglais, de façon à renforcer aussi ce souhait de diversité et aussi l'ampleur des opportunités proposées à nos étudiants. Et puis, vous avez ici l'architecture de marque qui a été revue avec la marque mère ESCA et une présentation ici du blason au-dessus du nom, avec cette mention School of Management qui l'accompagne, mais pas toujours. Et puis, des marques filles juste en dessous pour Executive Education, Online Campus et ESCA Knowledge. Et enfin, une déclinaison pour nos autres activités. Donc, vous découvrez ici aussi le logo pour ESCA Alumni. Nous avons souhaité souligner et préserver l'unité de l'ESCA avec la présence du blason et du nom de l'ESCA dans cette architecture de marque de manière à renforcer l'impact dans nos communications. Et puis voilà quelques déclinaisons d'étendards qui ont été apposés au sein de nos campus. Et bien entendu, l'ensemble de cette nouvelle identité sera décliné petit à petit sur nos différents supports de communication. Voilà, merci de votre attention. Et je crois que nous allons pouvoir peut-être répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Pascal. Patrick, avez-vous des questions? Alors, il faut que je prenne le fil de discussion. Si toutefois ça apparaît dans le fil de discussion, a priori, non. Y a-t-il des réactions, des questions? Oui. N'hésitez pas à réagir via le chat. Vous pouvez l'activer, je vous le rappelle, en bas en cliquant sur discussion. Peut-être que Vincent veut ajouter quelque chose suite à cette présentation. Écoutez, non, je pense que l'évolution de l'école est manifeste. La plupart d'entre nous ont vécu une école qui n'est pas tout à fait celle qu'elle est aujourd'hui, mais pour le meilleur, avec un développement à la fois national et international. Moi, ce qui me frappe, c'est cette capacité qu'on a à conserver une forme de singularité, tout en mettant l'accent sur un certain nombre de choses qui nécessitaient des progrès, l'exigence académique, notamment sur le programme Grande École, la dimension internationale qu'on vient d'évoquer, qu'on est en train
réaffirmer avec l'ouverture future de Malaga et de Luxembourg. Et puis un modèle qui était atypique avec ce modèle post-bac pendant des années, qui est en train de devenir une forme de norme avec l'émergence du modèle bachelor, master, PhD, et qui est la norme internationale et qui, d'une certaine manière, on ne se rend pas très bien compte, sauf si on a des enfants qui arrivent sur Parcoursup, devient un peu le modèle prégnant. Je crois que tu me disais, Jean, qu'aujourd'hui, il y avait seulement 5 écoles post-prépa qui recrutaient de manière majoritaire sur prépa. Donc, on voit bien qu'on a une déformation des études supérieures sur lequel l'histoire et l'expérience de l'ESCA a un avantage compétitif et stratégique absolument décisif. Donc, je pense qu'il faut se réjouir de ces évolutions. Certains anciens parfois s'offusquent de voir ces transformations, notamment son extension hors du bassin historique d'Angers. Moi, au contraire, je pense qu'il faut en être fier et continuer de porter haut l'étendard. Mais je suis sûr que si vous êtes là autour de l'écran, c'est que c'est le cas. Et puis, sachez que ESCA Alumni a aussi un rôle particulier aux côtés de l'école, puisque j'ai la joie de participer à la gouvernance de l'école au nom de chacun de vous, et que, j'en ai témoin, nous veillons à faire, sinon peser, au moins entendre notre voix dans ce contexte-là. Ouais. C'est important, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'actualité des écoles, moi je pense que ce qui est une force de l'institution, et c'est d'autant plus vrai actuellement, c'est la stabilité de sa gouvernance et la force de sa gouvernance. Plusieurs écoles aujourd'hui sont dans une profonde instabilité et ce n'est pas le cas de l'ESCA. Et ça, c'est très bien pour se projeter sur le long terme parce qu'une stabilité de gouvernance et donc de direction indirectement permet de se projeter sur le long terme et d'avoir des projets ambitieux qu'on est capable d'accompagner dans la durée. Accessoirement, il y a un point que je souhaite souligner, c'est que même si nous sommes une association loi 1901 d'intérêt général, nous n'avons pas pour objectif, en tout cas nous n'avons pas de dividendes à allouer, les fondamentaux économiques sont très sains et nous sommes toujours très attentifs, et le bureau du conseil d'administration ou le conseil d'administration sont vigilants sur ces points-là, c'est d'avoir un développement qui peut paraître ambitieux et rapide, mais aussi qui est rationnel et qui repose sur des bases financières solides. Et c'est pour ça que dans certains cas, ça nous conduit aussi à faire des choix. Et comme on le dit parfois, choisir donc exclure, ça veut dire qu'on a évité de faire des choix qui nous mettent au milieu du gué. Entre le multicampus et le multiprogramme, l'ESCA a décidé de faire du multicampus, et c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 90% de nos étudiants dans 2 programmes. L'avantage, c'est qu'en termes d'assurance qualité, nous sommes, par rapport à d'autres institutions, bien plus à même d'assurer une qualité uniforme, quel que soit le lieu où se délivre la formation. Accessoirement, en décidant de faire du multicampus, on a fait aussi un choix clivant. C'est celui plutôt d'aller sur des campus de taille intermédiaire à taille humaine, entre 1500 et 2500 étudiants. Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous qui ont connu l'ESCA, comme moi quand j'ai fait mon école d'ingénieur, avec 100 ou 200 élèves par promo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais la réalité, c'est qu'en arrivant sur un campus ESCA aujourd'hui, on est à Lyon, globalement, on est capable de connaître ses interlocuteurs assez facilement, qu'on soit un étudiant, un collaborateur administratif ou un enseignant-chercheur, ou même une entreprise qui, lorsqu'elle arrive sur le campus, a des interlocuteurs et donc une personnalisation de la relation avec l'école. Et c'est une façon, tout en assurant un développement en France et à l'international, de maintenir cet esprit d'école accessible ou en tout cas proche. Alors, première question. Que faut-il comprendre par l'ouverture d'un bureau au Luxembourg par opposition à l'ouverture d'un campus en Espagne? Alors, oui, la subtilité a été remarquée et c'est tout à fait opportun. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au Luxembourg, on est sur déjà, il y a une question de croissance raisonnée, c'est-à-dire que lancer 2 campus en même temps, l'ESCA en a lancé 3 d'un coup en 2016, mais la réalité, c'est que si on veut accompagner une croissance de façon à peu près maîtrisée, nous nous sommes dit qu'à l'international, il était bien de commencer par un vrai campus en Espagne et au Luxembourg, d'aller plutôt sur un bureau pour bien approfondir le sujet, parce qu'on sait qu'au Luxembourg, l'obtention de certaines autorisations ou agréments du Grand-Duché prendront un peu plus de temps. Accessoirement, comme je l'ai dit aussi, ce sera davantage
tourner vers des cycles de spécialisation et de la formation continue. Et là, ça nécessite aussi un travail de fond avec les partenaires économiques locaux. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on sera sur un bureau. Ça va prendre un peu plus de temps, mais l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir également un campus à moyen terme au Luxembourg. Quoi qu'il en soit, sur ces deux agglomérations, sur ces deux localisations, nous sommes la seule école triplement accréditée présente sur place. Et on entend bien, je ne sais pas si on restera durablement les deux seules écoles, la seule école triplement accréditée, mais pour nous, c'est aussi peut-être une façon d'avoir le first mover advantage pour marquer notre empreinte, de notre empreinte le territoire. Très bien. En tout cas, parce que je vois que on arrive pratiquement au terme de cet échange. Hein, et, comme je le disais l'autre jour à des journalistes, le top 10 français, toute école confondue, y compris classe prépa, s'était éloigné de l'ESCA il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, l'ESCA doit retrouver naturellement sa place dans un top 10. Et comme je le disais, top 10, y compris école sur classe prépa, mais top 1 ou top 2 des écoles post-bac. Et pour une raison simple, c'est que on regarde les éléments fondamentaux. Alors certes, les classements ne sont pas encore pleinement révélateurs de cette position, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un budget qui est dans le top 10 français. On est passé de la 15e à la 10e place. Alors, on dirait le budget, mais ce n'est pas la qualité. Effectivement, si ce n'est que le budget permet de financer un corps professoral, permet aussi de garantir des accréditations sur le long terme, parce que toutes ces accréditations internationales et EQUIS que nous allons renouveler dans 2 semaines sont des barrières stratégiques et elles coûtent de plus en plus cher entre nous à obtenir ou à maintenir. L'objectif d'ailleurs pour nous, ce sera d'avoir EQUIS 5 ans, si possible, dans quelques semaines, parce que si nous sommes EQUIS 5 ans, ça veut dire qu'on aura un des 10 plus gros corps professoraux de France, un des 10 plus gros budgets de France, et également une des rares écoles à avoir EQUIS 5 ans, ce qui nous mettra assez mécaniquement sur des fondamentaux de référence de notre secteur dans le top 10 français. Voilà. En tout cas, c'est ce top 10 français et puis bien sûr un top 30 européen qu'on n'oublie pas. C'est la raison pour laquelle aussi nous allons développer des formations type MBA. Et ça, je pense que dans les innovations, ce sera une des rares formations que nous allons lancer qui sera différente de notre offre de programme historique, mais qui est indispensable si on veut s'affirmer au niveau international. Et là-dessus, nous reviendrons sans doute vers vous dans quelques mois pour vous parler d'un projet assez ambitieux dans le domaine. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre participation, de la question qui a été posée, et puis bien évidemment, nous vous tiendrons régulièrement informés, puisque c'est, Patrick Bouillet ainsi que Vincent Ray le savent, c'est un de mes soucis, c'est d'entretenir le lien avec notre communauté des diplômés. Comme je le dis souvent à nos étudiants, une grande école, ce sont des étudiants fiers de leur réseau d'alumni et réciproquement, ce sont des alumni fiers de leurs étudiants, des étudiants en cours. Donc, j'espère pouvoir établir ce lien, maintenir ce lien, le dynamiser pour que notre collectif, que cette belle école qu'est l'ESCA, s'affirme toujours plus haut et plus fort. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Jean. Donc, le lien pour le replay, pour ceux qui seraient arrivés un peu en cours. Ah, je vois que Pierre Loiseau levait la main. Oui. Pierre? Non, j'ai pas de main levée. Il n'y a pas de main levée là, non. Non, bon, la main levée a des disparu. applaudissements. Bon, merci juste beaucoup. pour terminer, donc le lien sera en replay, il sera accessible à partir de la newsletter que vous recevrez vendredi. Voilà, merci à tous. Merci Patrick pour l'organisation, merci Pascal également pour la contribution. Au bon déroulement de ce webinaire. Bonne soirée à toutes et à tous.